L'amour de la marche. C'est un très étonnant bouquin signé de Philippe Lutz. Vous venez de la vallée de Villers. Oui, tout à fait. Vrai Alsacien. Vrai Alsacien. J'ai l'impression. Né à Strasbourg. Né à Strasbourg. On parle de cet amour de la marche. On parle du club vosgien. Vous le citez d'ailleurs, ce club vosgien. Oui, souvent parce que mon père était un fan du club vosgien. Il faisait toutes ses sorties avec le club vosgien. Plus vieux club de France, même s'il a été construit ici, créé plutôt pas que construit sous les Allemands en 1872. C'est actuellement le plus vieux club sur le territoire français, plus vieux club de marcheurs. Alors cet amour de la marche nous conduit des îles grecques, de Naxos jusqu'à Katmandou, en passant par les chemins escarpés vosgiens. On sent que cet amour de la marche, ça se construit, que c'est profond, que ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance, effectivement. C'était mon père qui m'a mis les chaussures aux pieds. Pour lui-même, c'était une question de survie, la marche. Il était incorporé de force, comme beaucoup d'Alsaciens. C'est un malgré nous. Ouais, c'est un malgré nous. Évadé. Il a réussi à quitter les rangs allemands et puis à rejoindre un camp de prisonniers français. Tout ça en marchant, bien sûr, à travers la Prusse orientale. Ensuite, il est reparti en marchant. Il a de nouveau déserté ce camp de prisonniers et il a été fait prisonnier par les Russes. Et vraiment, il a dû sa vie et sa survie à la marche. Voilà, vous le comparez presque à Fernandel. La vache et le prisonnier. Tout à fait, oui. D'ailleurs, pour moi, ce film a été la découverte des premières images d'archives sur ce que pouvait être la guerre, les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, l'héritage vient du papa sur l'amour de la marche. La maman, curieusement, c'est elle qui a le permis de conduire. Le papa n'en a pas. Le papa a le permis de marcher. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte, la marche? Quand vous marchez, en fait, vous êtes relié à vous-même, vous êtes relié aux autres, vous êtes relié au monde, vous êtes relié aux autres gens, à vos pensées. C'est un exercice dans lequel vous êtes en liaison avec tout votre environnement et avec vous-même. Alors ça nous amène, ce livre, sur des balades magnifiques à faire. Il y en a une à Naxos, oui. Que vous évoquez. Vous tombez presque sur un cimetière aussi. Vous voulez pas nous donner les codes. Vous ne dites pas où c'est. Oui, oui. Il y a comme ça quelques lieux magiques encore dans le monde qui sont pas trop balisés et qu'il faut un petit peu garder pour soi. C'est un endroit que j'ai eu du mal à trouver. Je savais qu'il existait et j'ai pas d'expérience. J'ai connu des endroits comme ça qui étaient magiques comme celui-ci et puis qui plusieurs années plus tard sont devenus des chemins très balisés où on voit beaucoup de touristes, où le site archéologique est entouré de cordages et finalement où il y a des dégradations. On veut protéger, mais les gens dégradent et j'avais pas envie qu'il lui arrive la même chose. Alors je garde le chemin pour moi, mais les gens qui veulent le trouver le trouveront. C'est presque comme un coin à champignons. Voilà, exactement. On garde ces petites balades. Exactement. Il y a Katmandou également. Ça, vous le découvrez très jeune. Oui. C'était les chemins de Katmandou. Je suis pas allé jusqu'au Népal, mais je suis allé en Turquie, en Iran, en Afghanistan. C'était un endroit où le touriste était bienvenu à cette époque-là encore. Aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup plus difficile. C'était un peu les chemins initiatiques de la génération de 68. Il s'agissait de faire la route. C'était le grand trip, les chemins de Katmandou. Il y a d'ailleurs un bouquin qui porte ce nom-là. Quelles sont les belles balades dans les Vosges que vous préconisez? Moi, j'aime beaucoup aller dans les Vosges du 88, c'est-à-dire les Vosges du département des Vosges, parce que c'est un endroit encore un peu plus secret, un peu moins fréquenté par le tourisme. C'est bien sûr les Hauts-de-Chaume, c'est magnifique, tout le coin de la Chlourde, du lac Blanc, mais en été ou les dimanches, il y a beaucoup de monde. Donc, je préfère aller sur des sentiers moins fréquentés. Il y a même le sens dans lequel on va la faire qui est très important. Parce que si on se plante, on va la faire dans le mauvais sens et on sera à l'ombre tout le temps, alors que si on la prend dans le bon sens, on peut être au soleil tout le temps. Alors ça dépend des saisons, bien sûr. Tiens, une dernière anecdote avant de se quitter, c'est ce marcheur que vous rencontrez en Grèce. Vous le voyez arriver en vous disant, tiens, c'est bizarre, il a des bâtons de marcheur, et en fait, il est tout nu. Il est à poil, Ça s'appelle la rando nue. J'ai découvert ça, c'est assez rigolo. Finalement, pourquoi pas? C'est assez sympathique. Bon, il faut pas avoir peur des coups de soleil. Voilà, nu. Voilà, il y en a aussi en Corse. Oui. Il y en a même dans la forêt de Fontainebleau, et c'est une nouvelle mode. L'amour de la marche d'un grand randonneur, d'un grand marcheur. Merci Philippe. Merci beaucoup. À vous.